Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un anniversaire spécial dont on a finalement peu entendu parler dans les grands médias, c'est bien malheureux. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est l'anniversaire, le triste anniversaire des 30 ans du traité de Maastricht. Je pense qu'il est nécessaire de faire un bilan comme ça n'a pas été fait. Et surtout, ce qui m'a le plus surpris durant cette semaine, l'anniversaire était le mardi 20 septembre pour le référendum du mardi 20 septembre 1992. Je m'attendais, avec tout le culot légendaire que peuvent avoir certains fanatiques de l'Union européenne, je pense à Emmanuel Macron, à Clément Beaune, Nathalie Loiseau, Raphaël Glucksmann, enfin bref, vous les connaissez. Et toutes ces personnalités qui d'habitude nous en mettent plein les oreilles de l'Union européenne, eh bien il n'y a pas eu un tweet, pas une déclaration en réalité pour défendre le traité de Maastricht et pour fêter cet anniversaire. Je rappelle quand même que le traité de Maastricht, c'est ce qui a fondé l'Union européenne, puisqu'avant c'était la communauté économique européenne. Eh bien, c'est toujours intéressant de revenir là-dessus et il faut faire l'inventaire, le bilan, puisqu'ils ne l'ont pas fait. Et moi, je vais vous donner le fond de ma pensée, ça m'a étonné qu'il n'y ait rien, mais finalement, ce n'est pas si surprenant que cela, puisque, en fait, ils ne veulent pas assumer le traité de Maastricht, ils ne veulent pas assumer les mensonges qui avaient été proférés à l'époque pour gagner ce référendum d'une courte tête, 51% face à 49%. Parce que quand on regarde ce référendum, c'était une propagande, un matraquage médiatique, et avec des arguments qui se sont tous révélés complètement mensongers. C'est pour ça qu'on pourrait dire que finalement, c'est 30 ans de mensonges qu'ils n'ont pas voulu assumer. Il suffit de reprendre quelque part les déclarations de l'époque, c'est à se pincer. Vous avez par exemple Michel Sapin qui expliquait que l'Union européenne, le traité de Maastricht, ce serait plus de croissance, plus d'emplois, moins de chômage. Vous aviez un petit peu là, d'ailleurs, des déclarations de la même veine de quelqu'un comme Martine Aubry qui nous expliquait que le traité de Maastricht, finalement, ce serait moins de chômage, moins d'exclusion. Et vous aviez aussi l'inénarrable Valéry Giscard d'Estaing qui lui expliquait que le traité de Maastricht amènerait mécaniquement plus de croissance, plus d'emplois, donc ça a été dans tous les sens. Vous aviez aussi Jacques Lang qui vous expliquait qu'en fait on devait suivre la locomotive et donc qui nous expliquait en creux finalement que si on n'acceptait pas le traité de Maastricht, eh bien la France serait déclassée et sortirait de l'histoire, toujours ces arguments un petit peu de la peur. Et vous aviez aussi, il y en avait déjà dans les exemples, mais tout un tas de politiciens de gauche qui nous expliquaient que le traité de Maastricht était un compromis social. Il y avait Michel Rocard qui expliquait finalement qu'il ne comprenait pas pourquoi les libéraux étaient favorables au traité de Maastricht, puisque c'était une formidable avancée sociale. On le verra et on l'a bien vu dans les faits. Et vous aviez même Jean-Luc Mélenchon qui, à l'époque, je le rappelle, a fait campagne pour le oui lors du traité de Maastricht, expliquait lui aussi que c'était un compromis de gauche, tous ces arguments qui se sont révélés complètement faux. Donc on comprend bien que toutes ces personnalités-là, ou même leurs successeurs dont j'ai parlé tout à l'heure en introduction, n'ont pas voulu en fait parler du traité de Maastricht, n'ont pas voulu assumer leurs mensonges et n'ont pas voulu assumer le bilan, puisque toutes ces promesses, on va le voir, se sont révélées complètement faux. C'est 30 ans de mensonges qui ont amené en réalité à 30 ans de déclassement. Et je vais fermer la parenthèse des mensonges, même si on va voir que c'est une réalité. Ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé lors du référendum pour le Brexit. Rappelez-vous, lors du référendum pour le Brexit, tous les partisans du maintien, alors là, ils n'avaient pas des messages optimistes en disant que ça allait être formidable comme ceux de Maastricht. Eux nous expliquaient, c'était le fameux projet de la peur, que si le Royaume-Uni décidait de voter pour le Brexit, eh bien ça serait l'effondrement instantané. Là aussi, ils ont été démentis complètement par les faits. Et ça m'amuse d'ailleurs quand vous avez des partisans de l'Union européenne qui vous disent que les partisans du Brexit auraient menti. Leur seul argument qu'ils arrivent à mettre en avant,
c'est de dire qu'ils se sont trompés sur le chiffrage, rappelez-vous, du BUS, qui disait que les économies budgétaires qu'allait faire l'Union européenne, enfin qu'allait faire le Royaume-Uni suite à la sortie de l'Union européenne. Ils se sont trompés de quelques millions, mais donc on parle d'un truc, et là vous allez voir le traité de Maastricht, ou même tous les mensonges des partisans du Remain, il y en a un maximum. D'ailleurs, sur le Brexit, je vous renvoie à mon livre « Les illusions économiques de l'Union européenne » où j'analysais déjà tous ces mensonges. Donc les 30 ans de mensonges, et maintenant il faut voir la réalité en fait, le bilan, le réel bilan de Maastricht, et donc les 30 ans de déclassement qui suivent et malheureusement qui continuent. Il y a des chiffres qui sont très parlants. Le premier, disons le plus flagrant, c'est la puissance économique mondiale. Je rappelle quand même qu'en 1992, la France était la 4e puissance mondiale. 30 ans plus tard, en 2022, on est la 7e, ou d'ailleurs certains classements nous mettent même en 8e puissance mondiale, et on sait très bien que ça va aller en se dégradant, en restant dans ce cadre-là. Qu'est-ce que ça sera dans 30 ans, en 2052 ? Donc ça, c'est un indicateur qui ne ment pas. Un autre indicateur qui ne ment pas, vous savez que la France avait une excellence d'un point de vue de la production d'énergie, d'électricité, on voit ce qu'il en est maintenant. C'était la même chose pour tout un tas de secteurs assez emblématiques. Si vous prenez par exemple les hôpitaux, le système français était classé encore au début des années 2000 comme le meilleur système de santé dans le monde. 20 ans plus tard, on a dégringolé à la 15e place. On l'a d'ailleurs vu lors de la crise Covid, où on n'était pas capable de gérer tout cela, et on le voit d'ailleurs, c'est pas que pendant la crise Covid, hein, tous les hivers vous avez les crises de l'hôpital public, et c'est une véritable catastrophe. Un autre indicateur qui peut paraître anodin mais qui ne l'est pas, c'est la qualité des routes. La France était reconnue pour avoir une qualité des routes extraordinaire. Les infrastructures publiques montrent quand même le niveau de développement d'un pays. On était premier au niveau du réseau de qualité du transport routier en 1992. En 2019, on est passé à la 17e place. Donc vous voyez bien que tout ceci montre un effondrement. Et maintenant, on va aller plus dans le dur et sur le plan économique, ce qui s'est réellement passé par rapport à toutes les promesses, évidemment, qui avaient été faites à l'époque. Si vous regardez, c'est quelque chose qui est très cher, vous savez que l'industrialisation, la réindustrialisation de la France est au cœur du projet de Génération Frexit. Si vous regardez les emplois industriels, en 1992, on avait 4,2 millions d'emplois industriels. On est passé à 3,1 millions. Et ça, c'est fondamental pour expliquer finalement le déclassement de la France et pourquoi nous avons un chômage de masse et une baisse du niveau de vie. On le voit sur tout un tas de secteurs industriels, le plus marquant étant peut-être le secteur de l'automobile, où on a baissé en 20 ans la production de 44% des automobiles construites en France. Donc évidemment, il y a un vrai problème là-dessus. Et la perte d'emplois industriels explique d'ailleurs tous les problèmes au niveau de la France des provinces, de la ruralité, puisque les grandes usines qu'il y avait en France faisaient vivre toutes les villes secondaires. Je prends l'exemple souvent de Nevers, comme évidemment je suis originaire de la Nièvre, mais toutes ces villes-là fonctionnaient parce qu'il y avait un bassin industriel qui permettait d'avoir une activité. Et toute la problématique qu'on a est liée à ça. Quand vous avez un emploi industriel, vous avez 3 à 4 emplois de services qui sont liés, donc ça explique en grande partie le chômage, et l'Union européenne là-dedans a une responsabilité écrasante. Vous le savez, une monnaie trop forte par rapport à la compétitivité de la France qui est l'euro, et le libre-échange total qui met en concurrence finalement les travailleurs français avec le reste du monde. Et quand vous pouvez avoir des travailleurs qui sont payés 50, 100 euros par mois et vous comparez en France, vous avez tout un tas d'usines qui délocalisent, et l'Union européenne favorise cela sans aucune barrière douanière, avec une libre circulation des mouvements de capitaux. Et l'Union européenne n'arrête pas de signer des traités de libre-échange, le dernier en date étant avec la Nouvelle-Zélande. Donc ça c'est très important, et en plus de l'aspect emploi, les emplois industriels sont des emplois qui sont mieux payés que les emplois de service. Ce qui explique
le décrochage et la paupérisation de la France. On voit d'ailleurs ce décrochage vis-à-vis de l'Allemagne, qui a été favorisé par l'euro, au niveau du PIB par habitant. Donc si on peut dire, même si c'est un indicateur imparfait, ça reflète plus ou moins le niveau de vie, il y avait un écart en 1992 de 7% en faveur de l'Allemagne, il a bondi à 15% en 2022, donc on voit cet aspect de déclassement de la France. C'est la même chose sur un secteur aussi très important, puisque on peut exporter des services à la marge, mais grosso modo, ce qui s'exporte et ce qui fait la richesse d'une nation, c'est l'agriculture d'un côté et c'est l'industrie de l'autre. Et l'agriculture, c'est la même chose. On avait en 1992 1,1 million d'emplois agricoles, on est passé maintenant à 400 000. Donc c'est la fin de la paysannerie, c'est aussi toute la problématique, là aussi, de la désertification rurale. Et donc on est au cœur du sujet, et là-dedans, l'Union européenne a une responsabilité écrasante. Donc vous comprenez les pertes d'emplois qu'il y a là-dedans, vous comprenez le chômage de masse. On avait dit d'ailleurs que l'Union européenne et le traité de Maastricht, ce serait moins de chômeurs. C'est bête, j'ai regardé les chiffres, si vous prenez les chiffres de l'époque ANPE, Pôle emploi et maintenant DARES, toutes catégories confondues, en 1992, vous aviez 3,5 millions de demandeurs d'emploi. Vous en avez maintenant en 2022 5,8 millions. Donc le chômage a augmenté. Nous avons un chômage de masse, contrairement d'ailleurs à la propagande que veut faire passer le gouvernement et contrairement évidemment à toutes les promesses qui avaient été faites lors du traité de Maastricht. Donc ça, on le voit, c'est vraiment le cœur du sujet et ça explique tous ces mensonges-là. Et ça a évidemment des conséquences. Je parlais du niveau de vie, du déclassement de la France, ça a aussi des conséquences sociales très importantes. On a vu le nombre de pauvres qui a explosé. En 15 ans, le nombre de pauvres a augmenté de 1,1 million en France. Donc quand on nous disait que c'était moins d'exclusion sociale, on pourrait rire doucement si c'était pas dramatique, mais on voit bien qu'ils sont là aussi complètement plantés. Et il y a un indicateur aussi qui est important, d'ailleurs, qu'avait mis en avant Emmanuel Todd pour annoncer l'écroulement avant de l'URSS, c'est la hausse de la mortalité infantile. Et là aussi, on voit une hausse importante sur les dernières années, notamment, si vous regardez entre 2012 et 2019, donc cette hausse importante, là aussi, va à rebours de tout ce qu'on vous vendait au niveau de l'Union européenne. Et quand on voit ça, quand on voit ce déclassement, ces mensonges, ça a des conséquences aussi, et évidemment c'est lié sur le plan démocratique. J'avais dit que toutes ces personnes-là avaient menti lors du traité de Maastricht. Les partisans, au contraire, du non à Maastricht, je pense notamment à Philippe Séguin, quand vous prenez son discours de l'époque, lui, tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Puisque l'enjeu n'est rien de moins que notre communauté de destin. Cette communauté de destin est gravement mise en péril par les accords. Alors que ceux-ci ne sont ni la condition de la prospérité, ni la condition de la paix. Dans le monde tel qu'il est, l'idéal, comme le réalisme, commandait de faire prévaloir une toute autre conception de l'Europe. Voilà ce que je voudrais maintenant développer devant vous. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, qu'on ne s'y trompe pas. La logique du processus, de l'engrenage économique et politique mis au point à Maastricht est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789. Beau cadeau d'anniversaire que nous font les pharisiens du bicentenaire pour les 200 ans de cette République qu'ils encensent dans leurs discours et risquent de ruiner par leurs actes. Vous le savez très bien, le traité d'Amsterdam au niveau migratoire, évidemment l'élargissement des pays de l'Est suite au traité de Nice qui a augmenté la concurrence déloyale. Donc
on voit qu'on perd de plus en plus de pans de notre souveraineté. Là, l'Union européenne va encore plus là-dedans et profite des crises, crise Covid et guerre en Ukraine pour aussi essayer de prendre encore plus de pans de notre souveraineté. Le TSCG de 2012 a mis complètement le budget finalement. Vous pouvez décider si vous augmentez la TVA ou la CSG, mais la copie est décidée par l'Union européenne et on va le voir, et on le voit encore avec la réforme de l'assurance chômage et des retraites. Tout ceci est décidé par l'Union européenne et donc en fait, il y a un désaveu quelque part démocratique. Désaveu démocratique déjà parce que le traité de Maastricht était le dernier référendum qui a eu lieu en France, je le rappelle, qui a été accepté, puisqu'il y a eu un autre référendum en 2005. Rappelez-vous, les Français avaient voté non, le référendum sur la Constitution européenne, le traité constitutionnel européen. Eh bien, ils n'ont pas pris en compte ce vote. Donc c'est-à-dire que le dernier vote, le dernier référendum qui a eu lieu et qui a été pris en compte par les Français a maintenant 30 ans. Donc ça montre le recul démocratique majeur. Et en fait, qu'est-ce qu'ils voient les Français? Ils ne font peut-être pas le lien de se dire c'est lié à l'Union européenne, mais les Français, ils voient que depuis le traité de Maastricht, ils votent à gauche, ils votent à droite, ils votent, soi-disant ce qu'on appelle le centre, moi je l'appelle l'extrême centre d'Emmanuel Macron. Ils ont à peu de choses près, sur le plan économique et social, la même politique. Pour la simple et bonne raison que toutes les manettes ont été transférées à l'Union européenne dans le cadre des traités. Et donc c'est l'Union européenne qui va décider de cette politique économique et sociale. Et ça montre en fait ce désaveu démocratique, et on le voit, il suffit de regarder la participation aux élections, notamment les élections législatives qui décident de l'Assemblée nationale. En 2022, on avait, maintenant ça ne cesse d'augmenter. Les Français se disent à quoi bon ça sert de voter, on a la même politique. Et donc on était maintenant à plus de 50% d'abstention lors des dernières élections législatives. Donc ça pose un grave problème démocratique, et la seule façon de toute façon de réparer, tant sur le plan économique, social, que sur le plan démocratique, ce serait, et c'est ce qu'on Génération Frexit proposait lors des élections présidentielles et législatives, c'est d'avoir un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Déjà parce que ça va permettre de laver le scandale du référendum de 2005, et ça permettra enfin aux Français de décider, 30 ans après le traité de Maastricht, est-ce que c'est la bonne décision? C'est normal, après 30 ans, de faire un bilan et de pouvoir décider. Donc tout démocrate, d'ailleurs, qu'il soit en faveur ou non de la sortie de l'Union européenne, devrait appuyer un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. J'appelle d'ailleurs tous ceux qui me regardent et qui ne l'ont pas déjà fait à signer la pétition, qui est une pétition transpartisane assez large sur le site référendum-ue.org, que vous retrouverez bien évidemment en description. Et pour les autres, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite tous à la partager massivement, c'est important. Je vous invite aussi, et c'est pas fait systématiquement, il faut le faire, de mettre un pouce vers le haut et de commenter. Ça aide au référencement, ça aide à ce que cette vidéo soit visible par les algorithmes de YouTube. Et tous ceux qui partagent ce combat, j'en ai parlé tout à l'heure, de la souveraineté de la France, de la réindustrialisation, je vous invite évidemment à ne pas rester les bras croisés, à nous rejoindre chez Génération Frexit. Vous avez là aussi le lien pour adhérer en descriptif. Et puis je vous dis à très bientôt.